C'est le résultat d'une des parties du projet Transdisc, qui est l'atelier en immersion qu'on a fait dans la seconde phase du projet. Mais avant, je vais situer, mais très brièvement, on pourra y revenir par la suite. On en a déjà un peu parlé dans les présentations, enfin quand on a fait le tour de table, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais donc, c'est un projet global qui a été une durée de 2 ans. Donc qui s'achève en février, fin février de ce mois-ci, avec une équipe interdisciplinaire. On était 6 et même qui a visé la transdisciplinarité, donc les liens entre la pratique et la théorie. Et donc, on a beaucoup de liens avec les acteurs du terrain. Et donc, si je situe juste un peu le cadre, ce qui me semble important à dire, il y aurait énormément de choses à dire. Je pourrais parler une demi-heure sur ce slide. Je vais essayer de le faire en 1 minute. C'est juste l'idée que ce qu'on a travaillé ici, c'est les dimensions, ce qu'on peut appeler d'une certaine manière l'écologie du sensible, mais qui est une des dimensions de la question de l'enseignement de la transition, des pédagogies de la transition. Mais une dimension qui n'est pas encore abordée dans l'enseignement supérieur. Donc l'idée, c'est pas qu'il faut que c'est la seule, que c'est la panacée, que c'est la seule manière la seule pédagogie de la transition. Non, l'idée, c'est que voilà, cette dimension-là n'est pas abordée et qu'on estime que ça devrait être abordé. Et donc ça se place dans tous des travaux qui ont montré que la crise écologique est en fait aussi une crise de la sensibilité, c'est-à-dire de notre relation au vivant, à la manière dont on va appréhender le vivant, mais aussi de nos relations dans l'enseignement à la question des sens. Donc on est fort focalisé sur le mental, le cognitif, et pas beaucoup sur les autres dimensions, nos autres sens. Donc ici, on a essayé d'aborder aussi d'autres dimensions, on en reparlera par la suite, et aussi sur la question des émotions. Donc ça, c'est quelque chose que moi particulièrement je vis dans mes cours, cette dimension que quand on parle de ces enjeux-là, il y a une dimension émotionnelle importante qui est souvent pas abordée dans l'enseignement supérieur, en tout cas encore pas suffisamment. Et ça, en fait, si on a une visée transformative, il faut absolument aborder la question des émotions. Voilà, je vais passer la parole à Simon. Simon, tu dois prendre le contrôle. On ne t'entend pas, Simon. Ah oui, Hop, ça va, ouais. je suis là, je suis là. Donc il y a une bulle qui est apparue. Il faut pas voir la bulle journée prof en transition pour le moment, elle est pas là. Donc comme Colline a dit, donc notre ambition ici dans ce qu'on présente ici, c'était de vouloir agir face à la réalité de l'état du monde, donc de dégradation écologique, violence sociale, inégalité, avec toute la mise en contexte que Colline vient de faire. Et donc on avait deux terrains la première année, on avait deux terrains d'observation et d'immersion, d'études et d'immersion, qui étaient le travail qui relie, on va y revenir après, et l'IPNA, donc l'intervention psychosociale par la nature et l'aventure. Et donc après avoir vraiment fait des immersions dedans, d'avoir été des chercheurs et d'avoir participé avec des bénéficiaires, notre idée c'était de créer un dispositif pédagogique immersif pour nos étudiants. Et donc pour arriver à ce dispositif, donc on a eu pas mal de réunions transdisciplinaires où on a pu mettre les deux résultats ensemble, ce qu'on observait, ce qu'on vivait dans les deux terrains, et avec la réflexion des autres collègues. On a cherché et participé à des initiatives existantes en dehors de nos deux cas d'études. On a vraiment été voir à gauche, à droite ce qui existait aussi. On a rencontré aussi des enseignants de hautes écoles qui font déjà ce qu'on a appelé du outdoor, donc qui vont déjà en dehors des locaux et qui font déjà des activités dehors. On a du coup expérimenté lors de la journée prof en transition aussi un premier atelier avec des collègues enseignants, une première tentative. On avait aussi un cercle de résonance, donc des sortes de comités d'experts, on va dire, qui gravitaient autour de notre projet, à qui on a soumis nos idées aussi. On a été chercher des co-facilitateurs pour ce dispositif, puisque vous verrez que c'est Colline, moi et Maël dans une autre posture qui était à la manœuvre, mais on n'est pas facilitateur, Colline et moi, donc on a été chercher des co-facilitateurs qui sont intervenus avec nous dans le dispositif, et on a fait aussi des revues de littérature, donc tout ça pour créer le dispositif. Processus de sélection, donc ça, vous voyez l'affiche ici à droite, ça c'est l'affiche qu'on a transmis et qu'on a co-construit d'ailleurs avec d'autres étudiants pour essayer d'avoir des étudiants. Donc en mai 2022, on a lancé un processus de recrutement. Donc il fallait être étudiant au sein d'une de nos 3 hautes écoles. Euh, il fallait commencer en septembre 2022 sa deuxième ou sa troisième année de bachelier et il fallait être volontaire. C'est quelque chose qu'on leur proposait qui était gratuit aussi, ça c'est important aussi de le savoir.
La composition finale, donc on a vraiment cherché des profils différents, on a essayé vraiment de constituer un groupe, et donc il y avait trois étudiants en assistant en psychologie, un en agronomie, un en coopération internationale, un en infirmière en soins généraux, gestion hôtelière option management, psychomotricité 2, donc un de HPN et une de Vinci, une ingénieure de la santé, un écriture multimédia et une en communication. Donc, vous voyez qu'on a essayé de brasser le plus large possible et ils avaient entre 20 et 25 ans. Donc, toutes les photos sont des vraies photos, donc vous nous voyez en direct. Au niveau de la description générale de l'expérience, donc on a fait une première rencontre individuelle, ça c'était Maëlle, Colline et moi, donc entre juin et août 2022, on les a tous rencontrés en individuel pendant 1 heure pour discuter un peu avec eux de quelles sont leurs motivations, est-ce qu'ils ont des questions par rapport au projet aussi, comment ça va se passer, est-ce qu'ils sont bien d'accord de participer à la recherche. Donc ça c'était un moment important. Puis on a fait une première journée le 6 septembre 2022 pour qu'ils se rencontrent. C'était vraiment important pour nous puisque 6 septembre, c'est pas la meilleure période pour eux. Ils sont en vacances, tout ça, mais donc on a vraiment insisté pour qu'ils soient tous là pour construire la membrane avec eux. Et puis après, fin septembre, là, il y avait vraiment 5 jours d'expédition, donc avec une partie en résidentiel et une partie en nomade et en itinérance. Et puis encore une dernière journée de rencontre fin novembre. Là, vous voyez l'équipe principale des facilitateurs, sachant que Maëlle avait une position un peu particulière. Elle était plus en observation, on va dire. Elle intervenait à certains moments, mais elle était plus en observation, à vivre de l'intérieur avec les étudiants. Et donc, on a mis un travail de tisserand parce que vraiment, il y a beaucoup de versions qui ont été créées. Je pense qu'il y en a 5 finalement qui ont été créées pour vraiment arriver à cette fertilisation croisée, cette tentative d'hybridation des différentes approches qu'on a vues. Et donc, ça a pris un certain temps. Et donc, à travers ces rencontres aussi, on a appris à mieux se connaître et de développer cette posture de facilitateur pour Colline et moi et de se faire confiance aussi les uns les autres. Il y avait aussi Samuel qui est intervenu pour les 2 jours plus en itinérance, qui lui est plus relié à l'IPNA. Jean-Christophe aussi et Judith et Sébastien, ça c'est nos hôtes qui nous ont accueillis pendant qu'on était en résidentiel. Donc, vous voyez que c'est quand même une grosse équipe. Les inspirations, donc, il y avait donc les 2 enquêtes de terrain qu'on a fait la première année. On a vraiment essayé d'identifier les ingrédients actifs, donc les pratiques, les postures, les activités qui font l'essence des pratiques de TQR et l'IPNA. Et on a essayé de pas trop faire des moments dits TQR et des moments dits IPNA. On a essayé de les mettre ensemble et de faire quelque chose d'hybride. Parfois, ça n'empêche que parfois on a quand même fait des moments dits plus TQR et d'autres moments plus IPNA, mais on a essayé vraiment de proposer quelque chose de plus hybride. Donc ici, vous voyez la définition du TQR, donc du travail qui relie, donc qui est plus pour des gens qui sont dans un processus d'engagement, voire même de militance par rapport à l'écologie et à la question du vivant et du lien à la nature ou vivant en général. Et donc, c'est des groupes où on va passer souvent par 4 étapes. Donc, s'enraciner dans la gratitude, honorer nos souffrances pour le monde, changer de regard et aller de l'avant. Et donc, concrètement, ben, on a fait des moments comme là où on est dans la yourte, avec des moments où on va vraiment euh, parler de nos émotions, parler de notre vécu par rapport à l'état du monde, pouvoir se dire des choses et pouvoir se ressourcer à travers ce genre d'activité-là. Une autre source d'inspiration, c'était l'hypna. Donc l'hypna, c'est plus une approche plus proche de la psychologie, qui est pour soutenir des personnes en fragilité, et donc où on va proposer des activités vraiment en nature, en groupe, sur du long terme, avec des notions de risque, d'engagement. Donc il y a un côté plus aventurier qui est là-dedans aussi. Et donc là, on a été faire de la spéléo, par exemple, on a fait toute une randonnée à vélo, des choses comme ça. Une autre source d'inspiration, ça a été les 4 R du programme d'adaptation radicale. Et donc ça a été quelque chose qui est arrivé un peu sur le tard, mais qui nous a vraiment permis vous verrez après, de faire la connexion entre les deux. Donc il y avait des intentions, donc renforcer quelles sont les valeurs et les comportements que nous souhaitons garder pour renforcer notre résilience individuelle et collective. Renoncer, quelles sont les croyances, les valeurs, les comportements auxquels nous souhaitons ou qu'il nous faudra renoncer, faire le deuil pour alléger les chocs. Restaurer aussi, quelles sont les attitudes, les approches et les espaces que nous souhaitons redécouvrir, restaurer, réparer et réconcilier. Quels sont les aspects de la vie, les pratiques avec lesquelles nous souhaitons nous réconcilier en incluant la mort. Donc ça nous a vraiment permis de faire le lien en fait entre les deux. Donc on avait un récit de l'arbre comme fil conducteur pour les 5 jours.
avec l'idée qu'on partait la première journée sur les racines, et donc là on faisait le lien avec le R de renforcer. Donc c'est là qu'on a mis les intentions du séjour, qu'on a créé la membrane de sécurité. Donc membrane de sécurité, on veut dire la sorte de dynamique de groupe de comment on va vivre ensemble, et un ancrage d'un contact avec la terre, donc une marche de pieds nus par exemple qu'on a fait. Le deuxième jour, on était sur le tronc, et donc sur plutôt la question de renoncer, qui était de l'intention. Donc là, on a travaillé la notion de reliance au vivant, avec des moments solo de rencontre de son arbre. Reliance aussi à notre vulnérabilité. Et donc là, on a fait des activités plus d'entrecroisement, qui nous viennent plus du TQR, de déséquilibre aussi, et des activités aussi de dépassement de soi, identification de ses forces intérieures. Donc là, on a grimpé des arbres. Si vous voyez en petit, on a pu grimper des arbres, devoir bouger de blocage, je crois. On a dû grimper des arbres à main nue, et donc c'était un moment assez fort. Branche, là on avait relié à restaurer, donc là c'était vraiment le changement de regard. Donc c'est là qu'on est parti du résidentiel vers le lieu de bivouac. Et donc là on a créé une adaptation du Deep Time Wall qu'on a fait à vélo en fait. Et donc on a fait sur 30, enfin sur 24 km, mais en dessous ça faisait 36 km c'était scandé par les étapes de la Terre. Donc ça c'était un moment assez fort. Et aussi apprendre à se faufiler à travers des incertitudes, oser l'inconfort. Donc là, on était dans la fonderie des chiens, dans le Viroin-Val, qui est un espace de spéléologie, en fait. Donc là, vous voyez. Et puis, fruits réconciliés. Donc là, c'était vraiment tous les jours, on avait des cercles de récolte en petits groupes. Donc, vous pouvez récolter ce qu'ils ont vécu. Et puis, sans agir. Donc là, on a créé aussi une œuvre land art à la fin pour repartir avec du concret. Là, vous voyez le Deep Time Bicycle, je sais plus comment on appelle ça finalement, mais donc sur les 26, 24 km, les trois vélos qu'on met à la fin représentent en fait l'apparition de l'homme sur la Terre. Donc ça, c'était un moment fort parce qu'on le vit vraiment dans ses jambes de faire les 24 km et puis de mettre trois vélos. Et là, on se rend compte de notre place. Alors ici, on va vous mettre un petit audio avec quelques vidéos qui vont vous donner plus le goût de l'intérieur. Je vais reprendre la suite pour vous expliquer un peu finalement au-delà de ça. Donc vous avez vu, Simon vous a présenté un peu le cadre général, comment ça s'est organisé. Vous avez pu avoir une petite plongée à travers la création sonore qu'a réalisé Maëlle sur finalement les petites touches de ce que ça pouvait être. Mais finalement, qu'est-ce qui fait le cœur de ce type de dispositif et comment est-ce que ça s'incarne concrètement? Alors, il y a d'abord un rapport à l'apprentissage qui est spécifique. J'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler, on a parlé tout à l'heure des approches tête, corps, cœur. Quand on parle des approches tête, corps, cœur, finalement, ça reste un petit peu flou. Voilà, on sait relier la tête, le corps, le cœur, mais en fait, quand on approfondit ça un petit peu, et ça c'est via notamment un ouvrage qui a été écrit sur les pédagogies de la transition, donc il y a des petits manuels de la transition qui ont été publiés par le campus de la transition et ils ont une partie dédiée à finalement qu'est-ce que c'est d'un point de vue pédagogique, quelles sont les caractéristiques des approches tête, corps, cœur. Et on peut mettre en fait 5 grandes caractéristiques en avant. La première chose, c'est que ce sont des pédagogies qui sont holistiques et intégratives. Donc l'idée, c'est, si on compare par rapport à la vision de l'enseignement actuel, en tout cas l'enseignement supérieur tel qu'il s'est dessiné, hein, avec les universités, la mise en place des universités, etc., c'est une approche de l'enseignement qui est vue essentiellement en silo et par petits. Enfin, chaque cours représente un petit aspect qui va être que les étudiants ont en charge de relier. Ici, l'idée, c'est vraiment de basculer dans une autre vision de la pédagogie, c'est-à-dire d'avoir une vision vraiment une vision holistique de la pédagogie. Donc ça se marque notamment par l'entrée du corps, des émotions, mais aussi du groupe, de l'imagination dans le cœur même de la pédagogie, ce qui un petit peu est exclu de l'enseignement supérieur dans la plupart des cas à l'heure actuelle, mais aussi l'utilisation de la métaphore de l'arbre. Donc moi, je le relie vraiment au tout le courant maintenant des approches narratives qui sont en train de rentrer dans la pédagogie. L'idée que les étudiants aujourd'hui ont besoin de faire les liens entre les différentes dimensions de l'enseignement. Hein, quand on voit qu'il y a une perte de sens des étudiants de l'enseignement, notamment parce qu'ils ne voient
plus le sens de tel ou tel cours dans leur cursus. Et donc, le fait d'avoir des approches narratives, des signes ou à travers la métaphore de l'arbre, ça permet vraiment de créer à travers le récit le lien entre les différentes dimensions pédagogiques qui sont proposées. Un autre élément important, c'est le fait de bien préciser les intentions, donc qui vont couvrir l'ensemble du dispositif, le fait de la dimension des ancrages, etc., qui permet de rentrer dans le corps, l'utilisation des chants, de la dimension artistique, etc., qui permet vraiment d'ancrer, d'avoir cette dimension holistique, donc qui tient compte de l'ensemble des aspects de la personne. Une autre caractéristique, ce sont des pédagogies qui sont relationnelles. Ça, c'est quelque chose qui sort très fort des retours qui ont été faits par les étudiants, hein. Maëlle y reviendra, mais donc l'idée que un des bénéfices que les étudiants y voient, c'est vraiment le lien à eux-mêmes, le lien au groupe, quelque chose qu'ils n'ont pas non plus fort l'habitude d'être travaillé dans l'enseignement à l'heure actuelle. Et donc ça se joue aussi à travers notre posture de facilitateur. Simon vous l'a dit, on a mis beaucoup de temps à créer ces relations entre nous aussi. C'est vraiment des relations de confiance au sein du groupe avec on est vraiment des personnalités assez différentes et assez complémentaires au sein des facilitateurs. Et ça se joue aussi dans les relations avec les étudiants, le fait qu'on avait une relation plus horizontale avec les étudiants, on leur a permis de nous tutoyer, etc. Et aussi la disponibilité qu'on avait pour eux. Puis c'est une pédagogie qui est enracinée et ouverte, donc vraiment ancrée dans le lieu. Il y a eu beaucoup de moments où on a saisi des opportunités qui étaient liées au lieu et qui ont été des moments assez forts pour les étudiants, comme par exemple le fait qu'ils ont été invités il y avait des chèvres sur place, ils ont été invités à traire des chèvres, à faire du fromage, ce genre de choses. Et ça faisait pas partie de notre déroulé, mais c'était vraiment une proposition qui venait du lieu. Il y a eu plein d'autres moments comme ça où voilà, le lieu nous a aussi guidés dans nos enseignements, et on était ouverte, ancrée dans un lieu précis. Euh, Aussi l'idée d'une cohérence, notamment à travers la manière dont on a organisé le dispositif en lien avec le lieu, en lien avec notre approche pédagogique. C'est une pédagogie qui est aussi transdisciplinaire, l'approche tête corps cœur. Donc ici, donc je vous ai parlé de notre trio de facilitateurs avec des personnalités différentes venant de disciplines différentes, avec des profils différents et complémentaires. Et aussi l'idée d'hybrider théorie et pratique. Donc on a quand même fait des retours, des moments réflexifs, des moments d'apport de contenu, mais aussi il y a eu un apprentissage qui se faisait via des expériences, via le corps, qui pouvait après verbaliser dans des apprentissages en termes de contenu. Donc on avait différentes portes d'entrée. C'est fait aussi notamment par le biais d'approches artistiques. Je pourrais y revenir. Et puis donc le dernier aspect, donc c'est une pédagogie qui est transformative, donc qui peut-être assume cette dimension, cette visée transformative, qui est pas quelque chose, qui est souvent quelque chose qui est en fait le résultat de nos pédagogies. On sait qu'une personne qui va suivre un cursus à l'ICHEC ou qui va suivre un cursus d'instituteur, ce cursus va transformer cette personne, mais ce n'est jamais complètement assumé en fait. Le fait de suivre un cursus a une influence sur notre représentation du monde, etc. Et ici, l'idée c'est qu'il y a une visée transformative qui est assumée. Donc l'idée c'est pas d'aller dire aux étudiants ce qu'ils doivent penser, mais c'est de les mettre dans des contextes inhabituels qui va les amener à avoir un autre regard sur le monde. Et donc être transformés par les propositions dans ce sens-là. Et donc le fait de se dépasser, c'est aussi ça, cette dimension, se dépasser, mais il reviendra, les personnes se dépassent à différents niveaux, mais ça va avoir une influence sur une forme de transformation des personnes. Ensuite, il y a un rapport spécifique dans cette approche à l'espace-temps. Donc c'est une approche qui se fait en immersion sur le temps long et hors des murs des établissements. Donc en immersion, là ici je vais être assez brève, on peut y revenir si vous voulez, mais donc c'est vraiment l'idée de travailler le temps long et de se mettre hors du temps, hein. Si vous vous souvenez dans la création sonore, à un moment donné, une étudiante dit ici le temps n'existe pas, et donc c'est pas toujours vrai, hein. Le temps parfois nous a rattrapé le temps de l'extérieur, mais il y a quand même l'idée de créer un moment hors du temps où ce qui va permettre cette création de confiance, ce qui va permettre cette transformation, c'est aussi ce temps long et cet espace hors temps entre guillemets.
Il y a une attention particulière posée au rythme, donc des moments solo en duo, des moments introspectifs, des moments d'extraversion, etc., qui sont extrêmement importants dans la construction du déroulé. Puis la répétition, le fait d'instaurer, même en quelques jours comme ça, d'instaurer des rituels, des moments, des pratiques ritualisées, des moments de rituel qui est extrêmement important pour le dispositif. Et puis le fait d'être toujours à l'écoute, et donc on a constamment réajusté le déroulé. Ensuite, il y a la dimension d'ex-situ, donc qui est voilà, une des innovations de ce type de dispositif pédagogique, c'est-à-dire qu'on va vraiment quitter les lieux, quitter les établissements et partir vers l'inconnu. Hein, les étudiants ne savaient pas du tout où ils allaient, ils se retrouvaient sur la place de Momigny et ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait, où ils allaient. Et ça faisait partie, se mettre en aventure, c'est aussi créer cet inconnu, partir vers l'inconnu, ça a participé vraiment au cœur du dispositif. Et donc, on a allié des moments de sédentarité qui permettent quand même une sécurité, et puis l'itinérance pendant 2 jours. Et puis, cette dimension d'être vraiment en phase avec son milieu qui est extrêmement importante dans ces pédagogies aussi. Et puis, le rapport aux étudiants, ça c'est aussi un élément qui est caractéristique de ce type de pédagogie. Donc, à la fois le processus de sélection, le lieu où ça va se passer, donc le fait d'être en haute école permet d'accéder à des étudiants qui n'auraient pas accès à ce type d'expérience, parce qu'on pourrait dire, bah, finalement, votre proposition, bah, il y a peut-être d'autres propositions de ce type qui existent en dehors des hautes écoles. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir ça en haute école? Bah, l'idée, c'est que ici, il y a des personnes qui ne feraient pas ce type d'expérience et qui vont y assister. Il y a des dimensions aussi volontaires. Donc ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup discuté. Est-ce que ça doit être obligatoire? Est-ce que ça peut être obligatoire ou pas? Nous, on a pris l'option d'être volontaire. On pense que c'est important, que ça fait partie aussi des ingrédients clés de la réussite de ce type de dispositif. La création de ce qu'on a appelé une membrane, dans cette question de sécurité. Donc ça s'est construit. Donc ici, hein, le processus de sélection, j'ai pas repris. Le fait que ce soit volontaire, que personne ne se connaisse au départ. Et donc la membrane, c'est vraiment ce slide-là, c'est vraiment quelque chose qu'on a construit avec les étudiants le 6 septembre. Et donc d'abord, qu'est-ce qu'ils avaient besoin pour se sentir en sécurité. Et donc là, vous voyez tous les post-it, mais il y avait la dimension de la souveraineté, de la bienveillance, du respect, de la confidentialité qui ont été vraiment mises en avant comme des caractéristiques clés. Voilà. Et puis la question d'aimer nos étudiants, ça je ne vais pas rentrer dans les détails ici, on pourra y revenir dans la discussion, mais c'est un élément, on s'est rendu compte que dans notre posture de facilitation, finalement, on avait eu des relations avec les étudiants qu'on n'avait jamais eues par ailleurs dans une posture classique de prof. Et on s'est posé la question si le fait d'être dans cette relation d'aimer nos étudiants. Alors, on pourra revenir sur qu'est-ce que ça veut dire exactement. Hein. C'est pas une relation d'amour comme celle que j'ai avec mes enfants ou avec mon conjoint ou avec des amis, mais c'est quand même une dimension affective particulière qui fait, selon nous, partie intégrante de la réussite de ce dispositif. Voilà, je vais passer la parole à Maëlle. Oui. Alors, vous voyez bien? C'est bon. Donc moi, je vais vous parler de quelques fils sur lesquels on a tiré pour nos analyses, donc les aspects saillants. Donc, normalement, la question qui est à droite apparaît après, mais je vois qu'il y a un petit bug, c'est pas très grave. Donc, le premier fil sur lequel on a tiré, c'est c'est la confiance et de remarquer à quel point elle était nécessaire comme point de départ en fait pour tout le processus qui a été mis en place. C'était déjà de remarquer que cette confiance, elle a existé à plusieurs niveaux, que ce soit au sein de l'équipe, entre nous, de nous faire confiance, de nous appuyer les uns sur les autres, mais aussi de l'équipe envers les étudiants. Avec la croyance aussi de penser qu'ils vont s'emparer de nos propositions pédagogiques et qu'ils vont nous faire confiance et qu'ils vont nous suivre dans ce qu'on propose. Et puis aussi une confiance entre les jeunes, qui au départ, comme l'a dit Colline, ne se connaissaient pas. Et donc c'était quand même un peu l'aventure de partir sans connaître le groupe. Et c'est aussi pour ça qu'on a pris soin de créer la journée du 6 septembre avant l'expérience pour qu'il y ait cette confiance qui se tisse. Et on a aussi remarqué que donc cette confiance à plusieurs niveaux a permis de vivre réellement dans le groupe la notion d'interdépendance. Donc on a ici en bleu un extrait issu d'un étudiant qui nous font des retours. Donc la notion de confiance, maintes fois mobilisée durant les chutes libres ou bien la grimpe dans les arbres, fut également une révélation. Une confiance en ma personne, je suis là pour toi, et en l'autre, tu es là pour moi. Et donc par rapport à chaque fois, donc je vais
parler un petit peu de l'analyse et puis je vais montrer des questions qu'on pourrait se poser, qu'on soit enseignant ou éducateur, éducatrice, accompagnant, accompagnante, dans des associations ou de l'éducation relative à l'environnement. En fait, dans toute situation d'apprentissage, dans toute situation éducative, et bien donc on pourrait se demander comment créer du coup un climat de confiance dans les groupes scolaires ou voilà, les groupes qu'on accompagne qui permettent la participation active et authentique. Parce qu'on part du principe que pour être en participation active, bah, il faut que le cadre soit sécurisant, qu'on s'y sente à l'aise et que oui, qu'il y a un climat de confiance en fait au sein du groupe pour pouvoir participer. Donc oui, ça je l'ai dit. Alors, la vulnérabilité comme force, donc c'était de remarquer que au sein des partages qui ont été faits, par exemple en fin de journée, concernant le vécu des étudiants et étudiantes, que en fait, à quel point le groupe, je m'avance par rapport à la slide suivante, j'ai resté sur celle-ci, donc que cette vulnérabilité, ben, elle apparaissait pas au même moment pour tout le monde. Ils n'étaient pas tous en difficulté, que ce soit psychologiquement ou physiquement, au même moment, et c'est ça qui permettait un rééquilibre dans le groupe et que certains soient dans l'entraide et que ce soit les rôles inverses plus tard. Et donc, ce qui en faisait finalement une force, c'est qu'une fois qu'elle était exprimée grâce au climat de confiance, eh ben, il y avait cette mise en relation où ils pouvaient s'entraider. Il y a une étudiante qui l'exprime en disant « C'est impressionnant de voir qu'on est tous confrontés à des peurs différentes, mais qu'on arrivait à les dépasser grâce à la force du groupe qui nous poussait à nous dépasser. C'est encourageant et motivant, ça nous rapprochait à chaque fois encore plus de s'entraider. » Et donc, quelques questions qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est dans l'enseignement ou les situations d'apprentissage, que mettons-nous en place pour cultiver l'expression des vulnérabilités? Mais aussi, donc, quelle place existe en fait pour que des personnes en difficulté puissent l'exprimer, des apprenants puissent exprimer leurs difficultés, mais aussi quels sont les espaces et les dispositifs permettant à ceux et celles qui le souhaiteraient de soutenir celles et ceux qui en ont besoin. Du coup, on pourrait penser par exemple à un système de valorisation de cette entraide. Le point suivant qu'on a analysé, c'est de remarquer à quel point le groupe était moteur et permettait le processus. Et donc, c'est important de dire aussi que ce groupe, comme l'a déjà évoqué Colline, mais il n'a pas toujours été considéré comme un groupe de 12 étudiants fixes et unis d'un bloc. On a travaillé ce groupe à travers différentes géométries, c'est-à-dire que parfois on les mettait en sous-groupes de 2, 3 ou 4, en demi-groupe, et aussi des moments en solo. Donc ça, c'est une chose importante. Et puis, on a remarqué que le groupe était moteur, mais était peut-être aussi prégnant, en fait. Que quand on faisait des échanges en fin de journée, c'était beaucoup des partages personnels par rapport à soi vis-à-vis du groupe, vis-à-vis des autres. Comment est-ce que ce soit par rapport à la vulnérabilité ou à la joie que c'est de vivre ensemble. Mais du coup, on se demandait dans quelle mesure est-ce que le fait de vivre une expérience comme ça en groupe n'a pas pris le dessus sur les enjeux socio-environnementaux qu'on avait envie de traiter. Nous, ici dans l'équipe, c'était dans nos objectifs pédagogiques, mais à quel point est-ce que finalement, voilà, l'effet de groupe n'a pas été plus fort dans le vécu des étudiants que le contenu pédagogique que nous, on faisait passer en filigrane. Donc, il y a à la fois cet effet de groupe qui pouvait être prégnant sur ces enjeux socio-environnementaux, mais il y a aussi peut-être la prégnance des premières fois vécues par les étudiants et étudiantes concernant les propositions pédagogiques, dans le sens où, pour beaucoup, parfois, ils vivaient des choses pour la première fois, et donc peut-être que ça a été premier pour eux dans leur expérience de voilà, faire un feu, traire une chèvre, monter à un arbre, c'est la première fois, et donc dans quelle mesure est-ce que ça prend pas la place à l'intérieur plus que les questionnements. Donc on a ici une étudiante qui en témoigne et qui dit « J'ai l'impression d'avoir perçu », c'est un étudiant, « J'ai l'impression d'avoir perçu seulement la surface de ce que peut nous proposer la nature. Tandis que pour ce qui est du groupe, c'était beaucoup plus complet, total. J'avais tellement pas l'habitude du groupe d'avoir une présence omniprésente à qui parler. L'aspect social m'a marqué de son omniprésence, mais c'est dans les moments les plus solitaires que je remarquais la nature qui nous entoure. » Et donc, par rapport à ça, il y a plusieurs questions qui peuvent émerger. C'est déjà, est-ce que je permets à mon groupe de varier sa géométrie ou est-ce que je lui parle et je le mets au travail toujours tel un bloc ou que en solo? En quoi est-ce que les propositions pédagogiques permettent ou empêchent l'accès à une sensibilisation environnementale?
qu'est-ce qui sera prégnant dans l'expérience et risque de mobiliser davantage l'attention des étudiants et étudiantes. Et alors, avant de dire la dernière question, il est important de se dire que nous, on ne considère pas que le fait que le groupe est prégnant empêche forcément l'accès aux questions socio-environnementales. Mais on remarque plutôt à quel point, en fait, l'importance du groupe va être première pour avoir accès après à ces questions-là. Mais qu'il est hyper important, en fait, d'avoir un moment préalable où on va prendre soin du groupe. D'où la dernière question qui dit qu'est-ce que cela dit de l'importance de prendre soin des collectifs et particulièrement des groupes scolaires. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en fait quand les étudiants arrivent pour ne pas avoir une somme d'individus devant nous, mais avoir un groupe qui se connaît, qui se fait confiance, qui travaille tel un groupe en fait, et pas juste une classe qui se compose d'une somme d'étudiants en fait. Un autre élément, c'est donc sortir de l'individualisme. Donc, de par les slides d'avant, donc le fait qu'il y a un climat de confiance qui permette le partage des vulnérabilités et du coup la mise en interdépendance grâce au soutien du collectif, eh bien finalement on remarque que ça permet la mise en place d'un cadre qui évite l'individualisme et la compétition et encourage au contraire l'entraide. Donc ici un autre extrait qui dit « Grâce à vous, j'ai détecté une de mes croyances limitantes, je dois réussir seul. J'ai pris conscience que j'avais le droit d'accepter et de demander de l'aide et de valoriser le fait que quelqu'un m'aide, contrairement à ce qui peut se dire dans ma famille où il faut se porter toute seule. » Et donc, les questions par rapport à ça, comment introduire des relations d'interdépendance dans les groupes scolaires, dans un modèle institutionnel qui majoritairement individualise et met en compétition, mais aussi comment valoriser les réussites collectives. Alors, un autre fil ici, donc, c'est que finalement, cette expérience, elle a travaillé la posture des facilitateurs, facilitatrices qui passaient d'une posture enseignante à une posture de facilitation. Et c'était assez intéressant de voir à quel point les étudiants ne se pensaient pas dans le cadre scolaire. Donc, il y a ici un étudiant qui a dit « Si j'avais dû participer dans le cadre scolaire, j'aurais participé, mais avec plus de retenue. » Or, on était bien dans le cadre scolaire. On les avait rencontrés au préalable. C'était dans le cadre d'un projet de recherche duquel ils avaient signé un consentement éclairé. On était en lien avec à chaque fois la personne responsable au sein de leurs études. Donc, c'était bien un cadre scolaire et entre guillemets, ils le savaient. Mais ce qui changeait, évidemment, c'est le contexte scolaire. C'est-à-dire qu'on était hors les murs, on était dehors. C'était un séjour immersif en résidentiel avec une autre posture vis-à-vis des profs habituels. C'est-à-dire on proposait de se tutoyer, on proposait une participation active avec une écoute aussi, un temps d'écoute très important entre les étudiants et les facilitateurs et facilitatrices. Il y avait une légitimité d'emblée donnée à leur expérience parce qu'on considérait que chacun était expert de sa propre expérience. Et donc il y a Simon ici qui a aussi dit cette phrase qui était la différence entre prof et facilitateur, c'est qu'en tant que facilitateur, tu utilises qui tu es. Et donc il y a plusieurs questions par rapport à ça. C'est bien en quoi la posture enseignante influence un certain rapport aux étudiants. Quelles sont les réelles balises pour cette posture et l'espace disponible pour naviguer entre celles-ci institutionnellement? Qu'est-ce qui empêche finalement d'entretenir des relations plus authentiques avec les étudiants et étudiantes? Et puis, ici, c'est une question ciblée sur les pratiques d'évaluation. Donc, comment les pratiques d'évaluation pourraient être repensées pour se dégager d'un rapport de force entre professeurs et étudiants, dans le sens où, si on veut effectivement tendre vers une relation pédagogique plus authentique, plus horizontale, qui permet la participation active, mais du coup aussi intime, ils ont partagé des choses. Est-ce qu'ils les partageraient face à un prof dans une classe? C'est une autre question. Et peut-être une piste pour tendre vers ça, ce serait de repenser les pratiques d'évaluation qui instituent en fait un rapport forcément vertical où une des parties est dépendante de l'autre pour avoir sa note pour la suite de son parcours. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait retravailler les pratiques d'évaluation pour se dégager de ce rapport de force qui empêche une relation authentique? Voilà. Oups. Je me permets, il faudrait peut-être tout doucement conclure si vous voulez garder un temps pour les échanges. Oui, il reste 3 slides.
Oui, c'est ça. Je vais juste conclure. Ça va être rapide en 2 minutes. Donc, on a fait aussi un retour avec les étudiants sur ce processus, hein. Donc, ce qui ressort, c'est bon, les étudiants nous ont exprimé énormément de gratitude en fait pour ce qui est arrivé. Ils restent très soudés entre eux et voilà, il y a quelque chose qui s'est passé qui a été vraiment transformateur. Donc ça, on n'a pas de doute par rapport au succès à ce niveau de l'expérience, mais aussi un certain changement de regard à plusieurs niveaux. La question qui se pose, c'est à la fois, donc, qui a déjà été un peu évoquée par Maëlle, c'est est-ce que ce changement de regard va donner lieu à un engagement éco-citoyen, puisque c'était quand même une des visées aussi du projet, c'est-à-dire de nourrir non seulement la sensibilisation, mais une sensibilisation, enfin, un certain engagement éco-citoyen, de se sentir partie prenante, actif dans la question, enfin voilà, de développer une autre relation vivant, mais qui se traduise aussi dans l'action. Et donc ça reste une question en suspens. Et puis aussi une autre question, c'est quid de l'ancrage de l'expérience autour de retour au village. Donc ça c'est un peu la métaphore qu'on a utilisée, la métaphore narrative. Mais donc qu'est-ce qui va en rester sur le temps long? On a vu que déjà, ce que nous ont partagé les étudiants, c'est que dès le retour dans le quotidien, quelques jours ou même le jour même quand ils sont rentrés, on se fait très vite reprendre par toutes les habitudes, par tout le quotidien. Et alors, voilà, si on se dit, voilà, il faut développer ce type de processus en haute école, c'est vraiment intéressant. On voit déjà nous aussi toutes les contraintes qui sont liées à la diffusion, hein. C'est un dispositif, on le sait, qui est extrêmement exigeant en termes de temps, de financement, d'investissement personnel, à la fois pour les étudiants et pour les facilitateurs. Et c'est vrai que le contexte actuel de l'enseignement supérieur semble peu propice à la diffusion de ce type de processus pour le moment, hein, puisqu'on est quand même toujours avec en enseignement en silo, en solo, en enseignement, enfin voilà, on sait les problématiques de financement, de sous-financement de l'enseignement supérieur, et c'est difficile d'innover, de sortir des murs, etc. Mais on sait qu'il y a des expériences similaires qui se développent. Enfin, voilà, Delphine, Marie-Pierre sont là pour en témoigner. Euh, qui se développent. Donc on en a en Belgique, on en a aussi en France. Et donc il y a la question qui se pose aujourd'hui. On sait qu'on est aussi dans un moment de grands changements au niveau de l'organisation de l'enseignement supérieur, hein, avec de nouveaux calendriers, etc. On prend plus en plus prendre conscience que on doit commencer à se soucier beaucoup plus sérieusement des questions de la pédagogie de la transition. Donc est-ce qu'on n'est pas un momentum aussi pour ce type de pratique? Voilà, c'était la dernière question.